Bonjour. Dans les vidéos précédentes, j'ai passé pas mal de choses sous silence pour ne pas embrouiller les esprits, mais il va quand même être temps d'aborder certains points. Alors je sais que vous ne serez pas nombreux à suivre cette vidéo, mais j'ai commencé cette série sur la programmation et je compte bien la continuer quand même. De toute façon, si je cherchais uniquement à faire des vues, j'aurais choisi des sujets plus porteurs et plus faciles à regarder. Donc on va parler de l'opérateur ternaire et des interruptions, qui sont aussi deux choses à connaître en programmation. En Arduino, et plus généralement en langage C, l'opérateur ternaire est une forme compacte d'écriture d'une condition simple qui remplace souvent une structure if-else. On utilise une condition qui va être analysée et va permettre d'affecter une valeur différente à une expression selon que la condition est vraie ou qu'elle est fausse. Si la condition est vraie, c'est-à-dire différente de 0, alors l'expression prend la valeur de valeur si vraie. Si la condition est fausse, donc égale à 0, alors l'expression prend la valeur de valeur si faux. Dans cet exemple, si A est plus grand que B, max prend la valeur de A, sinon il prend la valeur de B. Vous remarquerez la syntaxe avec le point d'interrogation et les deux points qui séparent les membres de l'opérateur. Par exemple, si on veut allumer une LED quand un bouton est appuyé, ou sinon l'éteindre en utilisant l'opérateur ternaire plutôt qu'une structure if-else, on utilise une variable booléenne bouton appuyé. Si bouton appuyé est vrai, c'est-à-dire si la broche bouton est à l'état bas, alors on allume la LED en mettant la LED pin à l'état haut. Sinon, on éteint la LED. On voit que l'opérateur ternaire est très utile pour simplifier le code, mais il ne faut pas chercher à l'utiliser partout et à tout prix, car il y a des situations où le code devient illisible pour le pauvre humain que nous sommes. Alors pour faciliter la compréhension de l'exemple, j'ai utilisé une variable intermédiaire bouton appuyé. Mais dans la vraie vie, je n'en aurais pas eu besoin, et j'aurais tout groupé, ce qui reste encore très lisible. Là, on va voir des exemples un peu plus complexes, comme pour afficher un message différent selon une condition. Ici, si la température est supérieure à 30 degrés, on affiche chaud, et sinon on affiche température normale. On voit qu'on se passe d'un test if-else qui aurait été plus encombrant. On peut aussi choisir une broche selon la valeur d'une variable, ici la variable mode. Donc si mode est égal à 1, on met la broche 5 à l'état haut, sinon ce sera la broche 6. Une autre utilisation élégante est pour la valeur de retour d'une fonction. Ici, on veut déterminer quelle est la valeur la plus grande des deux. Donc on dit que si x est supérieur à y, alors on met x comme valeur de retour, sinon on met y. Mais il y a des cas où il vaut mieux utiliser les classiques structures if-else, comme ici, pour déterminer qui est le plus grand parmi trois valeurs, avec deux opérateurs ternaires imbriqués. On voit que le code est illisible et qu'il aurait mieux valu placer les deux opérateurs ternaires dans les deux conditions d'une structure if-else. Donc en résumé, on préférera le ternaire pour des affectations simples ou des retours de fonctions simples, et on évitera son usage en structure imbriquée ou avec des expressions complexes. Il faut toujours penser au jour où on va reprendre le code pour le modifier ou le débugger. Et si ce jour est lointain, on risque de mettre un moment à comprendre ce qu'on a voulu faire. Sans parler du risque de bug qui augmente avec des choses compliquées. Donc il faut toujours aller au plus simple, même si ce n'est pas forcément le plus compact. Le code doit avant tout être immédiatement compréhensible. Maintenant, on va voir les interruptions. En temps normal, un programme Arduino s'exécute de manière séquentielle dans la boucle loop. Mais certaines situations nécessitent une réaction immédiate, comme un bouton pressé, un signal reçu par un capteur, un événement temporel précis, etc. Les interruptions permettent de suspendre momentanément l'exécution normale du programme pour traiter cet événement via une fonction spéciale appelée ISR, Interrupt Service Routine. Une interruption est donc un signal envoyé au processeur pour attirer son attention sur un événement externe ou interne qui nécessite un traitement immédiat. Lorsqu'une interruption se produit,
le processeur suspend temporairement l'exécution du programme en cours pour exécuter l'ISR correspondante. L'interruption est déclenchée par un périphérique, une minuterie, une erreur ou autre chose. Le processeur interrompt le programme principal. Il sauvegarde le contexte, comme les registres ou le pointeur d'instruction, qui détermine la prochaine instruction qui sera exécutée. Il exécute l'ISR associé à cette interruption. Une fois l'ISR terminé, le processeur restaure le contexte et il reprend l'exécution du programme principal là où il s'était arrêté. L'avantage des ISR est une réactivité aux événements externes, un traitement asynchrone, c'est-à-dire sans avoir à scruter constamment les périphériques, et tout ça va permettre de réduire la charge du processeur. En informatique, le concept de programmation événementielle, c'est-à-dire où le déroulement du programme est principalement déterminé par des événements, est apparu avec Windows dans les années 80. Et à ma connaissance, le premier langage basé sur ce nouveau paradigme a été Visual Basic. Et son succès reposait en grande partie sur la facilité à développer un logiciel avec une interface complexe sans avoir à écrire le moindre code de gestion pour cette interface. Jusque-là, on était sur de la programmation séquentielle. Les événements peuvent être des actions de l'utilisateur, un clic de souris, une frappe au clavier, un mouvement de la souris, enfin tout ce qu'on veut, des messages provenant d'autres programmes ou du réseau, ou des changements d'état dans le système, comme un timer ou la fin de chargement d'un fichier, etc. Et on arrive à écrire un logiciel complet en très peu de temps, car il suffit de mettre le code correspondant pour répondre à chaque événement. On retrouve les principes de base. Les événements, qui sont les signaux qui indiquent qu'une action s'est produite. Par exemple, l'utilisateur a cliqué sur un bouton, un fichier a été chargé, une erreur s'est produite. Les gestionnaires d'événements, qui sont des fonctions ou des blocs de code associés à un événement spécifique. Quand l'événement survient, le gestionnaire correspondant est exécuté. Et les boucles d'événements, c'est une boucle qui tourne en permanence pour écouter les événements et déclencher les gestionnaires correspondants. Aujourd'hui, les principaux langages qui soutiennent nativement la programmation orientée événements sont JavaScript pour les développements web, mais aussi le C# pour les développements d'interfaces sophistiquées avec Windows Form, .NET qui est le successeur de Visual Basic, ou encore Java. Dans la famille C, le C++ supporte aussi l'événementiel grâce à des bibliothèques, mais n'est pas orienté événements de façon native. Donc, pour en revenir à notre Arduino, les interruptions vont permettre au code de réagir automatiquement à l'apparition d'un événement extérieur, ce qui permettra une réactivité très supérieure à ce qu'on pourrait obtenir en testant régulièrement l'état d'une broche par exemple. Et c'est là tout l'intérêt. Il existe deux types d'interruptions. Les interruptions externes, qui sont déclenchées par un changement de niveau logique sur une broche dédiée, car toutes les broches ne peuvent pas gérer les interruptions, du moins pas directement. Les broches disponibles dépendent du type de carte. Sur l'Arduino Uno, il n'y en a que 2, c'est les broches 2 et 3, mais il y en a 6 sur l'Arduino Mega. Deuxième type, les interruptions dites pin change, mais qui sont moins employées. Elles permettent d'utiliser pratiquement n'importe quelle broche pour détecter un changement de niveau, mais demandent plus de code, une gestion plus complexe, et je n'en parlerai pas du tout ici, mais si ça vous intéresse, indiquez-le en commentaire et je ferai un sujet dessus. La fonction qui permet l'utilisation d'une interruption est Attach Interrupt. Digital Pin to Interrupt convertit un numéro de broche en numéro d'interruption. ISR est le nom de la fonction appelée quand l'interruption est déclenchée, et mode détermine quand l'interruption sera déclenchée. Alors on a différents modes, le mode low qui déclenche l'interruption tant que le signal est bas, le mode change qui déclenche l'interruption lors d'un changement d'état, c'est-à-dire passage de bas à haut ou de haut à bas, le mode rising qui est le front montant quand on passe d'un état bas à un état haut, le mode falling qui utilise le front descendant, c'est-à-dire quand on passe de l'état haut à l'état bas, et le mode height qui tire l'interruption tant que le signal est à l'état haut. Mais il vaut mieux éviter de l'utiliser car il n'est pas toujours fiable. Dans cet exemple, on veut allumer une LED en appuyant sur un bouton et l'éteindre avec un deuxième appui.
Donc on commence par déclarer l'utilisation des deux broches, la broche 2 pour le bouton et la 13 pour la LED. On remarque l'emploi du mot-clé volatile, car les variables modifiées dans une ISR doivent être déclarées volatiles, sinon le compilateur pourrait chercher les optimiser de manière incorrecte. Ensuite, dans le setup, on va faire l'affectation des broches, en entrée avec résistance de pull-up pour le bouton, et en sortie pour la LED. Puis vient l'instruction importante où on va attacher une interruption à la broche 2, où est connecté le bouton, la fonction appelée est bascule LED, qui inverse l'état de la LED avec un opérateur logique, plutôt qu'un if-else encombrant. Et le mode choisi est le mode falling, car on veut changer l'état de la LED quand on enfonce le bouton. Si on avait mis change comme mode, on aurait allumé la LED en appuyant, mais on l'aurait aussi éteinte en relâchant le bouton. Et on voit que le loop ne fait qu'écrire l'état de la LED en continu sur la broche de la LED. La fonction bascule LED n'étant appelée que par l'interruption qui est déclenchée lors de l'appui sur le bouton, et plus précisément lors du passage de l'état haut à l'état bas, c'est-à-dire lorsqu'on appuie mais pas lorsqu'on relâche. Donc on voit tout l'intérêt d'utiliser l'interruption plutôt que de tester en permanence l'état du bouton, car la fréquence de lecture de l'état du bouton aura été fonction du nombre et de la durée des instructions situées après. Là, c'est asynchrone, et l'interruption est tirée instantanément dès que le bouton est pressé. C'est donc une forme de programmation événementielle et qui est abondamment utilisée dans les applications embarquées avec les microcontrôleurs. Alors si on a besoin d'utiliser plus de 2 interruptions dans un code, il faudra se tourner vers un Arduino Mega, qui a 6 broches supportant les interruptions, sans demander une programmation plus lourde. Dans une ISR, il y a quand même des restrictions qui sont de bon sens. On ne doit pas par exemple utiliser la fonction delay, car elle bloque le processeur. On ne doit pas non plus utiliser des serial print, et en règle générale, toutes les fonctions qui sont liées au moniteur série. Ne pas accéder à des fonctions complexes ou bloquantes, et ne pas déclarer des variables locales volumineuses. Les ISR doivent être courtes, rapides et simples. On peut être amené à vouloir désactiver temporairement les interruptions. Par exemple, si on a une séquence de code qui doit s'exécuter impérativement en bloc, on utilisera alors la bascule NoInterrupt qui suspend l'arrivée d'une interruption jusqu'à son rétablissement par l'instruction interrupt. Et enfin, quelques précautions à prendre, comme éviter de traiter trop de logique dans une ISR, utiliser les ISR uniquement pour signaler qu'un événement est arrivé, par exemple en mettant un drapeau à true, et on traitera cet événement ensuite dans le loop. À ce titre, les drapeaux, ou flags en british, sont très utilisés en programmation. Ce sont souvent des booléens qui indiquent si un état ou une action a été réalisée, comme un processus d'initialisation pour ne plus avoir à le recommencer ensuite. On leur donne souvent un nom qui commence par flag, comme flag initialisation, pour les différencier des autres variables. Une autre précaution est de bien tester le code sur un simulateur ou avec du matériel réel, car les déclenchements intempestifs sont fréquents si le câblage est bruyant. Donc pensez à mettre des condensateurs de découplage et à utiliser du fil blindé pour relier les dispositifs aux broches de l'Arduino. Pour finir, on va voir un exemple détaillé avec une LED qui doit clignoter toutes les 500 millisecondes, indépendamment du reste du programme qui tourne dans son coin dans le loop et dans les différentes autres fonctions. Contrairement à l'exemple qu'on avait vu dans la 4e vidéo avec la fonction milli, et où on n'aurait pas pu respecter les temps de 500 millisecondes si le code qui devait se dérouler derrière prenait plus de temps, ici c'est ce code qui sera interrompu, la priorité étant donnée au clignotement de la LED. L'Arduino dispose de 3 timers internes, timer 0, timer 1 et timer 2, sachant que timer 0 est utilisé par les fonctions milli et délai. Mais l'utilisation directe de ces timers nécessite la manipulation des registres. Et donc ici, on va utiliser la bibliothèque timer1 qui simplifie tout ça, comme souvent avec les bibliothèques.
Donc dans l'exemple, on déclare les variables comme tout à l'heure, avec la variable letState qui est en volatile, car elle sera modifiée par l'interruption. Dans le setup, on affecte la broche letPin en sortie, et on initialise le timer qui s'appelle timer1 pour déclencher une interruption toutes les 500 000 microsecondes, soit 500 millisecondes. Donc on voit qu'on peut être très précis. Alors les plus perspicaces auront remarqué qu'on a oublié de créer l'objet timer1. On l'appelle et hop, il est déjà là. Et oui, car la bibliothèque timer1 utilise un objet unique prédéfini et qu'on appelle un singleton. Timer1 est donc déjà instancié dans la bibliothèque. Mais ça veut aussi dire qu'on ne pourra avoir qu'un seul timer par programme. Mais de toute façon, les cartes Arduino comme la Uno n'ont qu'un seul timer matériel, même si on en a théoriquement 3 en virtuel. Donc pas besoin de gérer plusieurs instances, ni d'allouer dynamiquement des objets ou des ressources. Et donc moins de risque d'erreur à l'arrivée. Simplicité et sécurité. Alors si on a vraiment besoin de plusieurs timers, il existe d'autres bibliothèques qui en gèrent 2 ou 3. Ensuite, attachInterrupt lit la fonction bascule LED à l'interruption. Et dans le loop, on peut exécuter le programme sans se préoccuper du clignotement de la LED, qui est prioritaire sur l'exécution du reste du code. Elle se fera vraiment toutes les 500 millisecondes. A noter que la bibliothèque timer1 est indépendante de la fonction melee et peut être utilisée parallèlement. Par contre, la fonction bascule LED doit être rapide, comme toutes les fonctions liées à une ISR. Donc pas question d'y mettre trop de choses à faire. Voilà, on va en rester là, et j'espère que cette série vous aura donné l'envie et les moyens de commencer à pianoter sur l'Arduino, ou même sur autre chose, car le C est un langage universel. Si vous avez envie de voir aborder d'autres aspects de la programmation, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de traiter le sujet dans la limite évidemment de mes moyens. Dans la prochaine vidéo, qui devrait venir assez rapidement, on va voir mon ascenseur terminé avec l'électronique et le boîtier de commande, ainsi que le code qui le fait fonctionner. Tout cela sera mis en accès libre, soit sur Cult 3D, soit sur mon Google Drive. Merci de votre fidélité et à bientôt.